Je dis que PASTEF a aujourd'hui 17 prisonniers politiques entre les mains de Macky Sall. 17. PASTEF a 19 personnes qui ont été assassinées par Macky Sall et son régime de 2016 à ce jour-ci. C'est un record. Il n'y a aucune formation politique qui est autant subie dans ce pays. Personne n'en parlera. Mais dès que PASTEF haussera le ton, vous entendrez les bien-pensants de ce pays nous parler de paix, de stabilité, de ceci et de cela. Ce que j'appelle l'hypocrisie, un terme que beaucoup n'aiment pas, mais je l'assume. C'est ça le pays. On est tout le temps assiégé, attaqué, diffamé, tué, emprisonné injustement. Personne n'en parle. Si Macky Sall était à genoux, s'il était dos au mur, vous entendrez des interventions de partout. C'est ça le pays, c'est ça le Sénégal. Mais nous ferons face. Et c'est pour cela que je dis aux militants, par rapport aux machinations de Macky Sall, terrorisme, dossier terrorisme fabriqué par le procureur, dossier de rébellion, Ousmane Diatta fabriqué par le procureur, 94 milliards, ils sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement. Et ce qui est cocasse, pour des dossiers supposés privés, c'est les services consulaires eux-mêmes qui saisissent maintenant des avocats hors du pays. Parce que simplement, ils savent qu'aucun avocat sérieux, aucun avocat normal dans ce pays ne va s'engouffrer dans des dossiers comme ça. De même que le dossier de viol imaginaire qui n'existe que dans la tête de Macky Sall. Ils se sont tellement menti qu'ils ont fini par croire à leur mensonge. Et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge, justement. Et c'est pourquoi, avec le soutien de la France, parce que quand des organes français s'intéressent d'aussi près à la politique sénégalaise, Jeune Afrique, succursale déguisée de la France, Le Monde, France 24, RFI, tous les jours maintenant c'est le Sénégal, c'est du Ousmane Sonko à gauche, à droite, dépeint comme un dangereux homme politique qui est contre les intérêts étrangers occidentaux, qui aurait des accointances avec des terroristes de je ne sais où, qui veut brûler le pays. Vous voyez le dernier article qui a été publié, on me dit que c'est le Monde quotidien. Mais il y avait le Monde diplomatique qui était venu faire son reportage sur la supposée affaire de viol. Mais, qu'on me dise aujourd'hui que tous ces organes s'intéressent à ce que nous faisons, le premier constat, c'est que tous, je l'ai dit tantôt, admettent désormais que nous sommes un présidentiable crédible, sérieux et qui a des chances de passer. Mais la deuxième chose qui est tout aussi importante, et je l'ai dit et redit, la dernière fois j'avais dit à la France de lever son coude de notre cou. Ça a trop duré. Des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation. Vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone. Les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème-là. Il est temps que cela cesse. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français. Il est entendu, écouté, mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques, d'intellectuels, d'universitaires en France. Il est dit par une bonne partie du peuple français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français, il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté. Ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines interventions, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé
à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce qu'ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer. Parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko. Parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une geôle, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Je terminerai par une question d'actualité. Nous avons beaucoup parlé dernièrement d'un dossier aux conséquences sociales, professionnelles, économiques même incalculables. Il s'agit de la cession partielle de l'hôpital de Dantec et du projet de construire sur une autre partie une nouvelle structure. Nous avons entendu les avis des uns et des autres, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre.
Ceux qui sont pour se limitent à parler de la nouvelle structure à construire. Le débat entre médecins que j'ai suivi, ça se limite à parler de la nouvelle structure à construire, mais pas des 3 hectares au centre-ville qu'il est question de céder à des privés. Le débat technique, nous ne pouvons pas trop épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas médecin. Je disais tantôt, Dr Diop est là, il est médecin, il s'y connaît mieux que moi. Mais j'ai entendu parler des conséquences qu'il y aurait sur la formation des médecins parce que l'essentiel des médecins parachevaient leur formation dans ces structures hospitalières. J'ai entendu parler des conséquences sur le personnel, particulièrement les contractuels ou les temporaires qui seront en chômage technique. J'ai entendu parler des conséquences sur les malades, puisqu'ils n'ont pas mis en place des mesures d'accompagnement pour que ces malades puissent se soigner correctement ailleurs. Nous avons entendu toutes sortes de conséquences. Nous allons continuer à les examiner et avec le mouvement des médecins du parti, nous y reviendrons un peu plus amplement. Mais je vais vous parler de l'aspect juridique et administratif. J'ai dit tantôt que j'appelle le peuple sénégalais à s'intéresser un peu plus à toutes les problématiques et non pas seulement sectoriellement aux problématiques qui impactent les uns ou les autres. Parce que l'impression que nous avons, nous qui nous battons depuis des années, c'est qu'il y a un mal sénégalais qui consiste à ce que tant que le Sénégalais n'est pas directement et personnellement impacté, il a tendance à suivre les choses de très loin. Et il faut en finir avec ça. Parce que si aujourd'hui, le régime de Macky Sall se livre à ces pratiques aussi facilement, c'est parce qu'il l'a déjà fait et refait et refait. Des gens l'ont dénoncé, mais ça n'a pas eu de suite. Mais si tous les Sénégalais s'étaient levés pour dire attention, non. Ou alors, ça ne me concerne pas directement, mais j'irai marcher, j'irai manifester parce que ce n'est pas bon. Je pense qu'on n'en serait pas là. Aussi bien sur la question de la gestion de nos ressources naturelles, la question du bradage de notre patrimoine immobilier, de nos terres agricoles, de nos ressources halieutiques. Sur toutes ces questions-là, il faut en faire des questions publiques et que tous les Sénégalais se sentent concernés. Je disais tantôt que, en ce qui me concerne moi-même, lorsqu'il y a eu des opérations similaires, j'avais interpellé le gouvernement d'une question écrite en tant que député à l'Assemblée nationale. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu de réponse, sauf pour le terme sud. Et le terme sud, finalement, le projet a été abandonné parce qu'on a fait beaucoup de tollés et l'armée a repris le terrain. Parce qu'il était question de donner à un promoteur immobilier qui devait faire un programme là-bas. Mais pour toutes les autres problématiques que nous avons soulevées, dans cette question écrite par exemple, nous avions soulevé, et elle date de 2020, nous avions soulevé le cas des immeubles cédés. Il y a l'ancienne gare routière Pompier qui a été cédée à des Marocains. Et d'ailleurs, dans la question, je leur avais dit que le projet pour lequel ils avaient cédé, le projet s'appelle Cité de l'émergence. Les délais sont largement dépassés et jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas livré les immeubles. Vous savez, quand on vend à une entreprise marocaine, si vous saviez le prix au mètre carré auquel on l'a vendu, n'importe quel privé sénégalais aurait pu acheter ça. Mais ils l'ont vendu à des Marocains. J'avais soulevé le cas également des immeubles de la SICAP qui sont derrière l'Assemblée nationale, qu'ils ont cédé à des politiciens. J'avais parlé des dossiers des immeubles qu'ils ont donnés en bail amphithéotique de 99 ans. Vous savez, quand vous avez un bail amphithéotique, vous pouvez aller hypothéquer l'immeuble, lever des fonds. N'importe quel d'entre vous, journalistes, on vous donne un bail hypothétique amphithéotique sur un immeuble en plein ville. Vous allez dans une banque, vous levez 3 milliards, vous faites ce que vous voulez avec ce truc. Parce que vous avez une garantie d'un foncier de 3 milliards. C'est comme ça qu'on enrichit des gens. Et c'est ça la pratique de Macky Sall. Donc, et j'avais soulevé également ces questions-là en leur disant, l'immeuble Brière de Lise que vous avez donné à Sénéguindia, l'immeuble, le titre foncier 2683 rue Carnot que vous avez donné à Sénégal Hôtel Invest, l'immeuble 5421 que vous avez donné rue Kléber, que vous avez donné à Sénégal Global Solutions, ainsi de suite.
Et j'avais demandé à ce qu'on nous édifie. Parce que j'avais rappelé dans la lettre que l'article 42 de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État dispose que lorsqu'il y a du bâti sur un terrain de l'État, cet immeuble ne peut être vendu que sur autorisation de l'Assemblée nationale qui doit voter une loi. Et tout ce qui a été fait, il y a un décret pour les mises les baux qui ont été donnés, il y a un décret simplement du président de la République. Alors qu'en matière immobilière d'État, vous ne pouvez pas donner des baux qui dépassent 50 ans. Ils donnent pour 99 ans. C'est illégal. Et j'avais demandé à ce qu'on me dise, moi j'étais à l'Assemblée nationale, à aucun moment l'Assemblée nationale n'a été saisie et n'a voté une loi. J'ai demandé si cette loi existe, ils n'ont qu'à me la produire. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé qu'on nous dise quels sont les prix auxquels ces biens ont été cédés. Je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé est-ce que les autres formalités prévues par la loi ont été respectées, notamment la publicité, l'adjudication, la conclusion de l'opération de cession par le gouverneur et l'établissement de l'acte par le directeur des domaines. Je n'ai pas eu de réponse parce que ça n'a jamais été fait. Et c'est ce qui est repris aujourd'hui avec l'hôpital Le Dantec. Et c'est pourquoi j'ai dit sur ces aspects juridiques et techniques. Nous allons demander d'ailleurs, dès l'installation de l'Assemblée nationale, à ce que nos groupes parlementaires reprennent ce dossier. Comme tant d'autres dossiers sur lesquels on avait fait des questions écrites. La lumière sera faite. C'est pourquoi je vous dis que cette Assemblée nationale sera différente. Et pour le cas spécifique de Dantec, comme pour tous ces cas, la seule assurance que je peux donner, c'est que tous ceux qui ont vendangé, cédé des immeubles de l'État en violation de la loi répondront devant cette loi le moment venu. On va voir déjà ce qu'on peut faire à partir de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire aussi, et je l'adresse aux investisseurs, nous voulons bien que les gens viennent investir. Nous le voulons, mais dans le respect de la loi et des règles établies librement par les Sénégalais à travers l'Assemblée nationale. Toute acquisition qui aura été faite en violation de la loi, même si vous y construisez des gratte-ciel, seront annulées et restituées au peuple sénégalais au plus tard en 2024, s'il plaît à Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur ces questions-là, et Dantec en fait partie. Chers amis, nous avons été longs, mais les thèmes abordés étaient également nombreux, et ce genre d'exercices seront de plus en plus rares. Nous vous remercions d'avoir été patients, de nous avoir écoutés, et éventuellement, s'il y a 2 ou 3 questions, nous sommes prêts à y répondre, sinon nous libérons les journalistes. S'il vous plaît, maintenant, si vous avez, on va juste prendre des questions. Parce que allez-y, c'est le... Je voulais savoir si la possibilité, à ce qui concerne l'intercoalition, on parle des menaces de quitter la coalition pour ce qui est de mettre en travail. Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir des explications vis-à-vis d'une discussion que vous avez eue avec pour l'intercoalition, qu'il y ait une séparation du monde national? Je n'ai pas eu de discussion avec Maître Abdoulaye Wade. Nous ne travaillons pas de personne à personne. Il y a une coalition qui s'appelle Yewwi, qui a ses mandataires pour discuter. Il y a une coalition qui s'appelle Wallu, qui a également ses représentants pour discuter. À ce que je sache, ces 2 coalitions continuent à se réunir, travaillent ensemble, ont mis en place un comité scientifique qui réfléchit sur les options. Donc les spéculations d'une certaine presse ne nous concernent pas. Vous savez, chaque jour, un journaliste se lèvera pour dire problème entre tel et tel, etc. Sur commande d'ailleurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le comité scientifique qui a été mis en place a commencé à travailler pour déterminer comment on va aborder cette Assemblée nationale-là, comment on va réunir nos
tous nos députés pour les séances de formation? Est-ce qu'on peut mettre en place même le réseau des élus locaux ensemble avec tous les élus des deux coalitions? Jusqu'au moment où je vous parle, c'est là où j'en suis en termes d'information. Peut-être que vous êtes dans le secret de Dieu et que vous avez plus d'informations que moi. Merci beaucoup. La dernière question immédiate. Oui, sur la déclaration de candidature, on est à 18 mois de la présidentielle. Est-ce que vous dites que vous êtes déjà candidat et vous dites sans consultation, mais vous avez un parti, vous devez consulter la base. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne pour ne pas trop prématuré? Bien, vous êtes un peu dans la surenchère un peu verbale. Mon parti le décidera si on est allé trop vite en besogne. Non, vous savez, n'importe quel membre du parti est libre à cette étape de dire je suis candidat. Est-ce qu'il sera le candidat définitif? Le moment venu, on le tranchera. Donc déclarer une candidature n'est pas un problème. Ce qui va venir après dépend de Dieu. On peut avoir d'autres solutions plus opérationnelles, on ne sait pas. Peut-être même dans le cadre de la coalition. Là où j'en suis, je dis que moi, Ousmane Sonko, je suis candidat et je vais entamer une tournée nationale en tant que telle pour aller sillonner le Sénégal des profondeurs et parler aux Sénégalais. Donc ce n'est pas antagonique. Mais on vous remercie. Merci de votre attention. Merci.